Les chefs d'États africains étaient quasiment tous là cette semaine à Niamey, au Niger, pour lancer la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLEC est-elle une chance pour l'Afrique? C'est la question de la semaine de votre rubrique On en parle. Pour répondre à vos questions, Martial Zebelinga, économiste, nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a eu pas mal de réactions de nos internautes. On va commencer par celle de Moïse qui nous écrit quelles ont été les aspirations des chefs d'État africains en voulant mettre en place la ZLEC. Alors on peut dire qu'il y en a trois. La première qui est très forte, très puissante et très symbolique, je dirais que c'est le panafricanisme tout simplement. C'est-à-dire qu'on est quand même au centenaire du premier congrès panafricain qui a eu lieu donc, dans le monde. Et c'est assez symbolique de voir qu'en cette année, une initiative africaine et panafricaine naît. Le deuxième niveau de lecture, je pense, c'est de comprendre que c'est une stratégie délibérée qui existe depuis l'Union africaine, depuis l'OUA, donc l'Organisation de l'Unité africaine, qui a consisté à dire ce qu'on recherche en priorité, c'est l'intégration africaine. C'est comment les Africains peuvent travailler ensemble et faire circuler leurs biens et services, leur production à l'intérieur du continent, générer une croissance et un développement endogène. Cette idée est très ancienne, elle est au long cours, hein, c'est une idée qui n'a pas survécu aux grandes difficultés du continent, mais qui a quand même pu s'incarner d'une certaine façon dans la ZLEC. Le troisième niveau de lecture, est purement économique, on va dire, c'est, on va dire, deux, trois choses. Si on a des marchés plus vastes, si on a des marchés plus grands, on crée la possibilité pour le consommateur africain de bénéficier de la variété, de la diversité de la production quand elle existe. Et d'un autre côté, pour le producteur et pour les investisseurs, la possibilité de bénéficier de larges débouchés possibles et donc de faire des investissements plus longs et plus lourds. Ça veut dire en gros que l'objectif, c'est avoir un espace intégré avec plus de croissance, plus de développement économique, plus de variété. Mais c'est un objectif. Ça ne reste qu'un objectif. Autre réaction, celle de Nelly Sidibé. La ZLEC était une nécessité car les échanges intra-africains étaient minimes par rapport aux échanges avec le reste du monde. Et Boubacar Binta Diallo nous écrit quelle est l'importance de cette ZLEC si le commerçant malien importe ses basins de Hollande et les revend en Guinée, ou le commerçant guinéen importe du riz de Chine pour le revendre au Burkina. Bon, déjà sur la question de l'intra-africain, c'est évident que historiquement, les économies africaines sont fabriquées pour répondre aux besoins des économies de la métropole. C'est ce qu'on peut appeler, voilà, c'était la colonisation et c'est resté encore le principal tropisme des économies africaines, c'est-à-dire que quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous voyez des millions de gens en fait, qui travaillent pour le coton, pour un coton qu'ils n'utiliseront pas, ou en Afrique centrale ou forestière, où vous avez des gens qui travaillent pour le cacao, mais en fait, ils ne consommeront pas ce cacao et ils travaillent donc pour les autres, et en particulier pour l'Europe et les pays industrialisés. Là, il y a un changement de paradigme qui dit on va essayer de densifier les échanges intra-africains, les échanges intra-communautaires, pour pouvoir avoir davantage donc, de croissance endogène et stimuler nos filières internes. Donc ça, cette idée est intéressante. Bien sûr, il ne suffit pas de se payer de mots comme qui dirait, il faudrait la mettre en œuvre. Est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce qu'un accord de libre-échange de cette nature-là fonctionnerait avec des produits importés? A priori, non. Il existe ce qu'on appelle des règles d'origine. Pour faire circuler des marchandises à l'intérieur d'un espace comme cet espace ZLEC ou ZLECA ou ZLECAF, comme on veut, eh bien, il faudra que les produits prouvent, en tout cas, que les producteurs prouvent qu'il y a un contenu africain. Et c'est aussi l'objet des débats actuels. Il faut savoir aussi que pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des passagers clandestins, c'est-à-dire que des pays qui fassent entrer des produits non africains et les fassent circuler en franchise de douane dans l'espace africain, il y a aussi des mesures que les pays pourront mettre en œuvre pour protéger leurs industries naissantes, pour protéger leur commerce local, leurs activités locales, leurs activités endogènes. Donc, a priori, ce cas de figure devrait être exclu et les pays doivent y travailler. Alors justement, Jean-Paul nous écrit son inquiétude. Pour lui, donc, la ZLEC ne peut être une chance pour l'Afrique que si les pays africains produisent d'abord, vendent après. Sans production, la zone sera un dépotoir de la Chine et des pays du Nord. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui est certain, c'est que pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait de la production, hein, ça va de soi. Et la particularité aujourd'hui, comme je le disais, notre colonialité économique réside dans le fait qu'on produit pour l'essentiel des matières premières. Et donc, tout accord de libre-échange, je préfère d'ailleurs la notion d'intégration à la notion de libre-échange. Et tout accord d'intégration économique à visée commerciale
ne prendra réellement force que si en même temps, il y a des politiques industrielles pour susciter la production, pour stimuler la production. Mais c'est aussi le but d'avoir un espace plus vaste. C'est-à-dire que des gens qui n'imaginaient pas qu'ils puissent être bénéficiaires avec des marchés trop étroits, avec des marchés enclavés, désormais vont modifier leur perception du réel, vont modifier leur perception, leurs anticipations économiques et se dire j'avais un marché béninois à quelques millions d'habitants, désormais j'ai un peu plus facilement accès aux 200 millions de Nigérians, etc., etc. Et ça, en soi, ça change les comportements économiques et ça peut entraîner les entrepreneurs à aller plus loin et justement aller dans le sens de la production. Alors, autre réaction, celle d'Aruna Padienne, produisons et consommons africains. J'espère que l'ASLEC mettra en œuvre ce slogan. Il nous écrit du Burkina Faso. Sidiki ajoute, je pense que c'est une très bonne chose pour le développement de nos petites et moyennes entreprises, mais à quand l'application ? Alors, il y a deux aspects. Produire et consommer africain, c'est évident, c'est ce vers quoi il faudrait tendre. Et ça ne peut se faire que s'il y a des productions et s'il y a surtout des politiques industrielles qui visent à relever le contenu local, relever la production locale. Et on a plusieurs filières dans tout un ensemble de domaines où les entreprises peuvent répondre aux demandes du marché. Mais d'abord l'agroalimentaire. On a beaucoup d'agriculture, mais on n'a pas assez de transformation de cette agriculture en produits agroalimentaires. Donc c'est un domaine absolument possible. On a le domaine du textile sur lequel on peut largement concurrencer le textile qui vient d'autres pays que je ne citerai pas. On connaît aujourd'hui la bataille que mène le Nigeria pour le riz, pour récupérer son autonomie et son autosuffisance alimentaire, et il réussit très bien. Donc il y a un ensemble de filières sur lesquelles la production africaine peut concurrencer largement la production étrangère. Il faudrait, par contre, qu'il y ait des politiques spécifiques à ce sujet. Alors, pour la question de à quand est-ce qu'on commence ? Alors, premièrement, la ratification suppose qu'on ait 22 pays qui ratifient donc l'accord. Ce n'est pas encore le cas. C'est déjà le cas. On a les 22 pays qui ont ratifié. Simplement, il y a des négociations un petit peu techniques pour savoir quels sont les produits qui commenceront, qui rentreront dans l'échange, puisqu'on dit on veut à peu près 90% des produits en franchise de droits de douane, c'est-à-dire des produits qui circuleraient sans droit de douane. Et pour ces 90%, chaque pays doit donner la liste de ces produits. Il y a aussi des produits que les pays auront à cœur de sortir de l'échange pour les protéger de la concurrence, parce que c'est des industries naissantes ou parce que c'est des secteurs trop stratégiques pour les balances commerciales. Et donc, pour tout ce travail-là, il faut encore négocier jusqu'au début, au minimum au début du mois de juillet 2020. Alors, nouvelle réaction, celle de Richard Guetta. J'ai cependant quelques craintes. La trop grande ouverture du marché ne favoriserait-elle pas la pratique du dumping qui menacerait les produits locaux? Et pourquoi le Nigeria a beaucoup hésité avant de signer? Le Nigeria, à mon avis, a pris un excellent leadership dans la position qui a été la sienne de dire « nous voulons un libre-échange entre Africains, mais à condition que ce ne soient pas des produits étrangers qui circulent sous couvert justement de cet accord panafricain. Et ça voudrait dire simplement une chose, c'est qu'il faudrait travailler sur ce qu'on appelle les règles d'origine, s'assurer que ce sont vraiment des produits à contenu africain. Ensuite, il faudrait protéger les secteurs qui demandent à l'être, parce qu'ils ne sont pas suffisamment aguerris, etc., etc. Il y a des délais qui sont prévus entre 5 et 10 ans pour libéraliser les filières, mais il est possible aussi, quand on lit l'accord entièrement, on voit qu'il est possible d'exempter, sous certaines conditions et dans un délai plus long, éventuellement, certaines filières. Donc je pense que l'accord, il n'est pas terminé. Ce n'est pas une copie qui est donnée et puis qui ne bougera pas. Tous les 5 ans, cet accord peut être modifié. Et précisément, je pense et j'espère beaucoup que l'alternative africaine proposera des contenus un petit peu différents. On a un accord qui est alors on va dire un peu mimétique par rapport à ce qui se fait sur les libre-échanges, sur l'OMC. Il faut un accord qui soit beaucoup plus volontariste sur la production, sur les industries, sur la transformation, sur les infrastructures, sur toutes ces mesures d'accompagnement qui sont possibles. Et je pense que voilà, et l'alternative africaine devrait être au moins présente dans 5 ans. Merci Martial Zé Belinga pour votre éclairage. C'est moi.